Bonjour et bienvenue à tous pour ce 5e webinaire organisé par le Monaco Economic Board. Alors aujourd'hui, le thème est particulièrement intéressant puisque nous sommes sur l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est quoi? L'immobilier, c'est environ 6 000 employés à Monaco. C'est non seulement l'immobilier, mais aussi la construction qui bien sûr va avec. Immobilier et construction qui sont quelque part les deux mamelles de cette activité économique. C'est environ un peu plus même de 10% des employés de la principauté. Je laisserai un petit peu plus tard certains de nos invités vous donner d'autres chiffres, mais tout de même quelques chiffres à donner. 48 000 € de prix moyen en 2019 au mètre carré. C'est considéré comme bien sûr un des immobiliers les plus chers de la planète, si ce n'est le plus cher de la planète. C'est aussi une progression constante depuis 10 ans de 71%. 71% en 10 ans, c'est l'assurance d'un investissement absolument, je dirais, sûr, qui ne s'est pas démenti, en tout cas sur ces 10 dernières années. Et pour parler de tous ces aspects qui sont divers, et puis surtout de la façon dont la crise sanitaire actuelle a touché l'ensemble de la principauté, nous avons demandé au plus grand nombre de l'immobilier en principauté, à certains des plus grands noms de l'immobilier en principauté, de venir vous parler. Alors nous avons avec nous tout d'abord, tout seigneur, tout honneur, monsieur Michel Dota. Alors, quelques éléments, bien sûr, sur Michel Dota. Monsieur Michel Dota est le président de la Chambre immobilière et c'est dans cette catégorie qu'il intervient aujourd'hui. Il est aussi le président délégué de Dota Immobilier, bien évidemment, membre du conseil d'administration de la Société des Bains de Mer. Il est également président de la commission média du Grand Prix de Formule 1 et du Rallye de Monte-Carlo au sein de l'Automobile Club. Et puis, plus récemment, en 2013, il a été nommé président délégué des Termes et Marins de Monte-Carlo. Et bien sûr, c'est last but not least pour nous, c'est le président du Monaco Economic Board depuis juillet 2009. Bonjour Michel. Bonjour, salut Guillaume. Alors, merci Michel d'être là. Nous avons aussi parmi nous Monsieur Patrice Pastor. Alors, Monsieur Patrice Pastor, pour nous, c'est vraiment absolument du bonus de l'avoir, puisque Monsieur Patrice Pastor est quelqu'un qui ne s'exprime pas énormément dans les médias. Il préfère l'action au discours, on peut le dire. C'est un homme d'action. Alors, quelques éléments de biographie sur Patrice Pastor. Il a fait des études de droit immobilier de Montpellier. Il partage sa vie entre Monaco et Londres parce qu'il est président délégué de JB Pastor et Fils depuis 2002, mais depuis qu'il est président, il a su diversifier les activités de Pastor Immobilier et il a notamment ouvert l'enseigne Pastor Real Estate il y a 10 ans déjà à Londres. Donc, les activités de ces sociétés sont mixtes. Sur Monaco, la promotion immobilière, la construction et la commercialisation au travers d'agences. Et puis sur Londres, depuis 10 ans, agence immobilière, mais aussi développement immobilier patrimoniaux. Et enfin, et c'est un aspect un peu plus méconnu, sur Carmel, il y a 4 ans, en Californie, il a ouvert aussi une agence afin de s'occuper des développements immobiliers patrimoniaux. Merci Patrice d'être parmi nous. Avec plaisir, bonjour à tous. Merci. Alors, il est un habitué déjà de ces webinaires parce qu'il est un petit peu quelqu'un qui fait l'actualité en permanence. Je veux bien sûr parler de Frédéric Genta. Frédéric Genta, membre du gouvernement en charge de l'ensemble des sujets numériques de Monaco. Son rôle est de définir la stratégie de Monaco dans un monde numérique et de l'implémenter. Son périmètre intègre les infrastructures numériques monégasques, la transformation de l'État, les services à la population et la transformation de l'économie par le numérique. Précédemment, Frédéric a occupé des postes de dirigeant chez Google, notamment à Paris et en Californie, chez Amazon aussi, et chez Orange, à Paris, Londres et Bratislava. Je laisserai un petit peu Michel Dota, mon président, vous parler un petit peu plus de Frédéric Genta. Alors Frédéric, merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Et puis nous avons, last but not least, nous avons Madame Carole Milot. Alors Madame Carole Milot, c'est la trésorière de la Chambre immobilière monégasque. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit privé qu'elle a eue à l'Université de Nice. Elle est agent immobilier depuis 1986, donc 34 ans d'expérience au service de l'immobilier. On peut dire que quand Carole Milot parle d'immobilier, elle sait exactement de quoi elle parle et c'est bien ce dont elle va nous parler ici. Elle est aussi bien sûr la gérante de la SARL Europe Agence. Bien sûr, pour animer ce débat, nous aurons Justin Hyman, directeur général adjoint du Monaco Economic Board. Bonjour Justin.
Et nous aurons, bien sûr, votre serviteur, Guillaume Rose, directeur exécutif du Monaco Economic Board, qui, sans tarder, va laisser la parole pour une introduction concernant notamment nos invités, une introduction un petit peu plus en détail par notre président et le président de la Chambre immobilière, Monsieur Michel Dotta. Michel, c'est à vous. Merci Guillaume. Alors, Monaco et l'immobilier, qu'est-ce que c'est? Monaco et l'immobilier, c'est une histoire d'amour qui est sans cesse renouvelée, comme Guillaume vient d'en parler. Monaco, immobilier et bâtiment, c'est 20%. 20% de PIB national. Donc, c'est indiscutablement le principal pilier de notre économie. L'immobilier et le bâtiment sont indissociables. En général, vraiment, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir, comme tu l'as dit, 3 figures emblématiques du secteur immobilier, à savoir, d'abord, Carole Milot. Carole Milot, notre trésorière, qui a une agence tout à fait type des agences de Monaco, c'est-à-dire 4 personnes, une agence traditionnelle qui est en place depuis de très nombreuses années, comme on l'a souligné. Et nous en avons parlé précédemment, c'est vrai, il n'y a pas de petites ou de grandes agences. Il y a des agences de qualité et puis des fois des agences qui sont un petit peu moins de qualité. Patrice Pastor. Patrice Pastor, qui ne nous connaît pas. Mais surtout, Patrice Pastor, c'est son dernier projet qui est vraiment exceptionnel. C'est un projet qui est un nouveau Monaco, avec un côté paysagiste que nous allons découvrir dans 2024, 2025, fin 2024, début 2025, qui, je pense, sera au-delà de tout ce que nous espérons. C'est un projet écologique, puisqu'il faut le rappeler, l'ensemble des toitures seront en panneaux solaires. C'est un projet convivial aussi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est la beauté, la qualité, mais aussi la convivialité, puisque grâce à Patrice et son équipe, nous aurons une promenade qui partira quasiment du Port Hercule pour finir au Méridien. Donc, quelque chose qui est très rare et dont nous pourrons tous bénéficier. Voilà. Et puis, pour faire bref, nous avons Frédéric Gemtin. Alors ça, c'est notre Mbappé du numérique national. Frédéric, c'est, vous l'avez dit, Google, Amazon, mais peut-être aussi, vous avez peut-être oublié, Harvard et SCP. Frédéric, c'est la personne qui est en train de mettre en place, pour l'immobilier en tout cas, la liaison entre le numérique et l'immobilier, sous le nom Monaco Real Estate Tech. Mais c'est aussi, et c'est grâce à ça qu'il est là, c'est le monde de demain, c'est l'après-Covid. C'est quelqu'un qui va nous développer notre immobilier. L'année dernière, nous avons eu la chance, grâce à lui, d'avoir eu une convention avec Robert Ribaton, qui est certainement la personne aujourd'hui en France qui est la plus connue en matière d'écrivain sur tout ce qui est real estate et technologie. Mais surtout, nous avons, et j'ai demandé d'abord à Frédéric si je pouvais en parler, en 2021, en mars 2021, à l'occasion du MIPIM étant le rassemblement mondial le plus important qui puisse exister en matière d'immobilier, nous avons peut-être la chance d'avoir sur Monaco une convention MIPIM qui serait dédiée à real estate et technologie avec ce qui te fait de mieux dans les exposants et dans les participants du MIPIM. Ce serait une chance extraordinaire pour développer un nouveau pilier de notre économie qui serait le numérique associé à l'immobilier. Voilà. J'espère que ce débat va être intéressant, je n'en doute pas. Et je préfère laisser la parole donc à Guillaume et à Justine. Merci à vous.
Merci beaucoup, Michel. Merci pour cet aperçu et cette présentation des intervenants qui sont effectivement des gens très importants. Alors, comment se passe un webinaire? Eh bien, un webinaire, c'est très simple. Nous collectons pendant les quelques jours où nous avons publicisé la vie de webinaire, nous collectons auprès de nos membres l'ensemble des questions qu'ils aimeraient poser à nos intervenants. Une fois cela collecté, nous faisons un petit travail de tri et puis nous recueillons les questions les plus intéressantes. Alors, Justin, Ayman et moi-même, nous allons nous relier pour vous poser ces questions intéressantes. Et à la toute fin, nous aurons un petit quart d'heure pour pouvoir parler des questions qui auront été posées au cours de ce webinaire, parce que souvent, les gens qui nous regardent ont une idée qu'ils n'avaient pas eue jusqu'à présent. Alors, avant de commencer, je tiens à vous prévenir que malheureusement, M. Frédéric Genta, devant animer lui-même d'autres événements extrêmement importants, ne pourra pas être présent pour répondre aux questions. Mais les autres intervenants nous font la gentillesse d'y être. Donc, nous aurons bien sûr la présence de Mme Carole Milot, M. Michel Dota et bien sûr M. Patrice Pastor. Alors, nous allons commencer par une question qui est sur toutes les lèvres. Pendant le confinement, le secteur a-t-il été grandement touché? Pour répondre à cette première question, pour lancer les hostilités, je demande à M. Patrice Pastor. Patrice, qu'en pensez-vous? Merci. Ce que je pense du sujet, nous, on a, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas une réalité, on a une triple casquette, comme vous l'avez gentiment précisé. On intervient aussi bien dans le monde du bâtiment, dans la construction, que dans le développement immobilier et dans l'activité d'agence immobilière. Le confinement, on ne l'a pas senti de la même façon dans ces trois activités pour une simple et bonne raison, c'est que dans le bâtiment, la principale contrainte, c'est l'humain. Les entreprises de bâtiment, si elles veulent être performantes, en tout cas à Monaco, doivent avoir de lourds effectifs. Et c'est le cas pour JD Pasteur et Fils et les sociétés familiales. Donc notre principal problème, ça a été dans un temps très court de gérer l'humain. Comme vous le savez, on a essayé de continuer une activité de bâtiment sur nos chantiers, en tout cas les plus importants, ceux qui étaient vraiment très sensibles, et ça a été extrêmement compliqué. À partir de là, l'expérience donc sur ces chantiers nous a beaucoup aidé pour la reprise. Je pense qu'on a repris une pleine activité beaucoup plus tôt par rapport à mes confrères qui, eux, ont grandement souffert et clairement, ce sera très difficile de rattraper l'année 2020. Pour ce qui est de la partie développement, alors promotion immobilière, c'est un peu différent puisque le risque, il n'est pas trop sur l'humain, il n'est pas du tout même sur l'humain, il est plutôt un risque client, c'est-à-dire comment va réagir le client, quel impact ça va avoir dans mon plan de développement. Clairement, sur l'opération la plus importante à laquelle nous participons, qui est Maréterra, dont a parlé Michel juste avant, l'impact délai a été relativement court puisque on avait tenté d'initier une commercialisation début mars. Évidemment, sans vous faire de dessin, elle a été immédiatement arrêtée. Et notre reprise début juin a été très correcte. Et je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans les débats. Donc, globalement, on va dire que dans l'activité de promotion immobilière, ce confinement-là n'a pas été très impactant, eu égard à la durée. Ce qui n'est pas le cas pour la partie agence immobilière, mais Carole en parlera sûrement plus précisément que moi. Le seul côté positif, ça a été les 2 premières semaines, on va dire les 10 premiers jours, où finalement le télétravail nous a uniquement servi pour mettre un peu d'ordre dans toute la partie fichier client, méthode, process de travail, le genre de choses qu'on n'a pas le temps de faire durant l'année. Mais clairement, passé ces 10 jours-là, le personnel n'avait clairement plus rien à faire. Plus de contact client possible. Les appartements ou les biens commerciaux qui sont proposés à nos clients ont de telles valeurs que imaginer pouvoir les commercialiser à distance ou uniquement sur la base de films est tout à fait utopique. Donc, c'était une partie d'activité qui, pour moi, était à l'arrêt. Voilà, je pense avoir répondu à votre question, mais sans doute que Carole pourra préciser. Merci beaucoup, Patrice. Absolument, nous allons demander maintenant à Carole Milot, dont je rappelle qu'elle est la trésorière de la Chambre immobilière. Merci, Carole.
Merci. Donc, effectivement, suite au confinement, au jour où on nous a dit qu'on ne pouvait plus travailler, je pense que la quasi-totalité des agences immobilières sur Monaco ont cessé leur activité, surtout pour la partie commerciale, parce que bien évidemment, tous les négociateurs ne pouvaient plus faire de visites, donc ça c'est évident. Donc, pour la quasi-totalité des agences, la plupart des employés se sont retrouvés au chômage donc, de leur travail. Ensuite, pour la partie, on va dire, gestion syndic, bon, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai un portefeuille de gestion, donc ce travail-là devait être continué parce qu'il y a toujours des loyers encaissés, des propriétaires à payer, des problèmes dans les appartements. Donc là, moi, je me suis rendue au travail quasiment tous les jours pour pouvoir continuer cette activité. Et je sais que les syndics aussi, mes confrères syndics, ont pendant cette période, eux, beaucoup travaillé parce qu'effectivement, ils rencontraient beaucoup de problèmes dans les immeubles avec les mises en place de protocoles avec les gardiens. Et ça a été assez compliqué pour eux. Donc voilà, selon on va dire, l'activité que l'on exerce, on était plus ou moins impacté, mais au niveau commercial, bien sûr, ce qui rapporte les transactions, c'est clair que cette activité-là a été stoppée net. Comme le disait Patrice, de toute façon, on ne peut pas faire de visite, voilà, et les gens n'achètent pas à distance un appartement à 50 000 € du mètre carré. Pas encore. Merci Carole. Christine ? Merci Carole. Donc, on va comprendre que le confinement a eu des conséquences justement sur les commercialisations des différents projets en cours. Mais justement, depuis la fin du confinement, peut-on parler d'un léger rattrapage ? Peut-être cette question à Carole, puisqu'on était sur le… Écoutez, il est vrai que pendant le confinement, il y avait des dossiers qui étaient déjà lancés sur le mois de janvier et février, qui n'avaient pas encore été signés. Donc, bien évidemment, pendant la période de confinement, il a été quasiment impossible de faire des signatures chez le notaire Monaco, n'ayant pas encore mis en place les signatures électroniques. Ce sera peut-être aussi un point à aborder un peu plus tard. Mais voilà, après les dossiers qui étaient en cours, bien sûr, on a pu les finaliser à la fin du confinement. Maintenant, c'est vrai qu'à la sortie du confinement, on a senti quand même un certain rebond et bonne majorité de mes confrères étaient quand même assez satisfaits d'avoir une clientèle qui répondait. Bien sûr, c'est une clientèle locale parce que, bien évidemment, la clientèle de l'international ne peut pas, ne pouvait pas voyager à cette époque et peut toujours mal voyager aujourd'hui. Donc, c'est vrai que la clientèle internationale, c'était un peu plus difficile. Par contre, les acteurs, les clients locaux ont quand même été assez présents. Donc, bien sûr, on n'est pas sur un rythme aussi soutenu qu'a pu être peut-être l'année dernière, mais je trouve qu'on sort pas mal notre épingle du jeu. Patrice, vous abondez également dans le même sens ? Oui, pour la partie agence immobilière, Carole a tout dit, je crois que c'est très clair. Par contre, sur la partie développement immobilier, et notamment sur l'extension en mer Maréterra, on était très anxieux à l'idée de relancer le processus de commercialisation, parce qu'on n'avait aucune idée de la façon dont les clients qui avaient été présélectionnés allaient réagir. Et on a quand même eu une très bonne surprise, puisqu'on a fait un mois de juin et un mois de juillet absolument très correct, au-delà de ce qu'on pouvait penser. Donc, je serais tenté de dire qu'il y a vraiment une distinction, peut-être liée à certaines contraintes. Et une des contraintes majeures, c'est d'une part la commercialisation de biens dans des grands ensembles immobiliers habités, voire occupés. Donc ça, c'est une contrainte très forte. C'est difficile d'emmener à la fois du monde visiter des appartements occupés et également d'obtenir l'accord des occupants. Alors que la commercialisation de biens neufs en VFA, le process est différent. Je dois dire aussi que nous, à Maréterra, on a bénéficié, mais par pure chance, de l'organisation de notre bureau de vente qui se prête très bien à des visites en fait en one-to-one et en direct avec le client, donc dans des conditions qui permettent aux clients de ne pas croiser du monde et de les rassurer, de les mettre en condition. Donc, globalement, j'avais des réactions des clients différentes pour ce qui est de l'agence immobilière par rapport au développement.
Je pense aussi que les éléments et les événements sur les marchés financiers sont de nature à plus encore convaincre la pertinence de la pierre dans le monde d'aujourd'hui. Merci, merci Patrice. Merci, Patrice. Écoutez, je crois que vous avez dressé un portrait assez intéressant de quelle est la réaction des clients en post-confinement. Justin, je crois que vous aviez une question en complément. Oui, par rapport aux clients, justement, vous avez mentionné que les clients voyagent mal, mais vous avez des clients locaux. Mais vous parlez de quelles nationalités ont été intéressées post-confinement sur le marché monégasque? Peut-être d'abord à Carole, cette question. Principalement, je dirais, des résidents monégasques. Donc, ça peut être des Français, des Monégasques, des Italiens, des Anglais, des gens qui sont déjà résidents, qui sont des investisseurs, qui investissent dans la pierre et qui, en général, comme le disait Patrice, se sont fait un peu peur avec la bourse, je pense, à un moment, et ont préféré mettre un peu d'argent et un peu de leur asset dans l'immobilier. Donc, je pense que cette clientèle-là qui a su être présente à la sortie du confinement. En ce qui me concerne, c'est plus ce type-là de clientèle. Voilà. Mais après, je pense qu'il y a peut-être des confrères qui, effectivement, auront des clients plus sur l'étranger ou plus internationaux. Mais principalement, c'est vrai que c'était plus facile de capter cette clientèle-là au sortir du confinement parce qu'elle était présente. Elle était là. C'était donc un peu intramuros. Et Patrice, également, vous avez ce même sentiment? Sur la partie développement, on a eu quand même des clients, on va dire internationaux, qui sont venus acheter. Mais le projet est atypique, donc je pense qu'il faut pas conclure sur le sujet uniquement basé sur Maritera. Et puis je pense qu'il faut faire aussi la distinction des clients, puisque l'immobilier, c'est pas que de la vente, c'est aussi de la location et de la gestion. Et pour le coup, alors c'est pas du tout la même histoire. C'est pas du tout la même histoire. Alors, c'est là-dessus que j'aimerais rebondir, Patrice. Quelle est la réaction des clients en comparaison des clients vente et des clients dans le secteur locatif? Est-ce qu'elles sont radicalement différentes? Je serais très intéressé de savoir et de connaître l'avis de Carole ou de Michel d'ailleurs. Moi, ce que je peux constater, c'est qu'il y a un petit ralentissement dans le secteur locatif, alors que du côté de la partie vente se positionne très très bien. Je pense, mon analyse, c'est que sans doute les gens sont moins enclins à bouger, en tout cas intramuros, parce que la situation est celle qu'on connaît, parce que la crise nous laisse sans visibilité, et que finalement les gens se disent bouger, c'est pas si simple. Donc je pense qu'on va un petit peu souffrir dans les mois à venir sur le marché locatif. Merci. Carole, c'est aussi votre avis? Oui, principalement, je pense que Patrice a bien résumé un peu les clients et leur pensée actuelle. Ceux qui vraiment changent d'appartement, c'est parce que voilà, il y a vraiment besoin vraiment d'une pièce supplémentaire ou il y a vraiment une justification. Après, la personne qui pouvait changer d'appartement parce que le quartier lui convenait moins ou parce qu'elle avait un petit peu envie d'avoir un nouvel appartement, ces gens-là ne bougent pas, quoi. Ils restent dans leur location, ils attendent, ils ont, comme dit Patrice, moins de visibilité, ne serait-ce que même au niveau financier, je pense. Donc, c'est des gens qui préfèrent pour l'instant rester où ils sont. C'est de juin à août, sincèrement, au niveau locatif, c'était vraiment très, très ralenti. Là, j'avoue que depuis début septembre, il y a un petit regain d'intérêt et ça bouge un petit peu plus. Mais ce sont, en ce qui me concerne, pour des petites superficies, studios, 2 pièces. Voilà, c'est pas sur des locations très, 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 très importantes. Mais je dois dire que ça rebouge un petit peu. Mais véritablement, de juin à août, c'était très, très calme. Ouais. Merci beaucoup, Carole. Bien sûr, je ne résiste pas à l'idée de poser la question aussi à Michel Dota. Il n'y a pas de micro. Je vois que Michel est d'accord avec nous. Son micro. Michel, vous êtes avec nous?
Excusez-moi. Voilà. Voilà. Oui, Michel, on vous entend. je disais que effectivement, nous avons un problème qui est en train de revenir maintenant, c'est le redémarrage de la Covid. De ce fait, nous avons beaucoup de clients qui ne peuvent plus se diriger vers nous comme il était prévu. Par exemple, tous les gens qui sont à l'étranger, ils reportent de 15 jours en 15 jours leur venue à Monaco. Donc, si les 6 premiers mois de l'année, au niveau des statistiques, ont été, il faut dire les choses, au-delà de toute espérance, je ne suis pas sûr que le deuxième semestre sera aussi brillant. Voilà. D'accord, merci beaucoup Michel. Justin, une question pour M. Pastor, peut-être rapidement en complément s'il y a quelque chose à rajouter. Oui, on voulait juste vous poser une question de nos adhérents par rapport à justement tout ce qui se passe. Est-ce qu'on peut parler de mutation dans l'organisation des agences immobilières à Monaco, dans la façon de travailler, Mutation, de processus de commercialisation? je ne sais pas si le terme est approprié, mutation, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir, mais pas que dans notre spécificité, pas que dans notre métier, mais globalement, tous les acteurs vont devoir s'adapter. S'adapter à plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'il faudra faire demain? C'est sans doute mieux cerner les clients, c'est-à-dire passer plus de temps pour préparer les visites, pour trouver les biens adéquats. Pourquoi? Parce qu'il faudra forcément limiter le nombre de visites. Les clients ne prendront plus le risque d'aller faire le tour et de visiter 10-15 appartements en 3 jours, comme ça a pu se faire. Donc ça veut dire déjà plus travailler la cible et mieux cerner les besoins des clients. C'est évidemment tranquilliser les occupants des appartements qui sont soit à la vente, soit à la location, parce que c'est la clé. Un appartement que vous ne pouvez pas faire visiter, c'est un appartement que vous ne savez pas commercialiser. Donc ça, c'est très important. Et puis, bien entendu, au niveau des équipes, ça veut dire réorganiser le processus des agences en se disant qu'il faut impérativement limiter les visites des clients. Là encore, pour mettre un maximum de chance de son côté, pour se dire que le client est sensible au fait que je prépare tout, que je limite les possibilités de croisement avec du monde et le respect des gestes barrières. Je pense que ce que je dis n'est que du bon sens, en fait. Bien sûr, merci Patrice, c'est du bon sens, mais c'est aussi du fond, puisque c'est quand même une forme de mutation, bien évidemment. Ouais. Alors, en parlant de mutation, justement, on a quand même une mutation qui est importante, qui existe partout, et c'est la real estate tech. Ce qu'on appelle la real estate tech, pour ça, évidemment, nous avons un spécialiste de tout ce qui est tech, bien sûr, qui va nous en parler, et je demande immédiatement à Frédéric Ginta. Merci Frédéric. Non, merci beaucoup. Alors, c'est pas facile de passer après Carole et Patrice Pastor sur de l'immobilier. Donc, je vais essayer de partager un petit peu avec vous des mutations technologiques, oui, sur l'immobilier. L'immobilier, pendant longtemps, ça a été un secteur qui a été très peu impacté par la technologie. C'est là où le voyage, le commerce ont été très, très impactés. L'immobilier, quelque part, a résisté ou n'a pas pris cette mutation. C'est dû à 3 raisons principales. La première, c'est que le montant d'un investissement immobilier est énorme et donc quelque part, on est prêt à prendre un risque pour acheter des chaussures, un risque numérique et s'habituer, mais moins pour acheter un appartement qui plus est à Monaco. Et je pense que Patrice Pastor l'a dit en introduction, les gens ne sont pas prêts à acheter des appartements en ligne, qui plus est avec les prix monégasques. La deuxième, c'est qu'il y a des régulations fortes, il y a des processus forts, le notaire, les permis, etc. Donc l'immobilier, étant que secteur assez régulé, n'était pas forcément prêt au numérique. Et la troisième, c'est plutôt dans l'imaginaire collectif. Je pense une opposition entre le monde physique, bétonné, concret de l'immobilier et le monde un peu abstrait, virtuel du numérique. Donc jusqu'à présent, numérique et immobilier ne faisaient pas bon ménage. C'est en train de changer. Ça a commencé l'année dernière. Les technologies arrivent. Et donc, quelque part, c'est maintenant que ça se passe. C'est stratégique parce qu'en fait, on ne passe que 2h30 par jour ailleurs que dans l'immobilier. Donc, l'immobilier est absolument partout. Michel Dautel a dit en intro, entre la transaction et la construction, on est sur 20% du PIB monégasque. C'est un secteur central de l'économie.
Pourquoi est-ce que ça arrive et pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Il y a 3 mutations fondamentales. La première, vous la connaissez, c'est les mutations technologiques. Aujourd'hui, il y a des technologies qui s'appliquent aussi à l'immobilier. La blockchain, les drones, les objets connectés, les capteurs. Ces technologies vont avoir un impact sur l'immobilier. Elles n'étaient pas disponibles il y a 2, 3, 4 ans. La deuxième, c'est les données. Aujourd'hui, on arrive sur une époque où la donnée, qui plus est aux États-Unis, les données des loyers, les données de construction, les données de maintenance, d'énergie sont disponibles en grande quantité. Et nous avons aussi les moyens de traiter cette donnée. Un moyen, c'est par exemple un cloud qui peut à la fois stocker, calculer et rendre les bâtiments ce qu'on appelle intelligents, c'est-à-dire prendre des meilleures décisions. Donc, il y a une vraie révolution qui s'opère avec la capacité à capter, stocker et traiter la donnée. Et ça aussi, c'est relativement récent à cette échelle. Le troisième, c'est une mutation que je dirais plutôt sociologique, qui est en fait un rapport un peu différent à la propriété. Aujourd'hui, l'immobilier devient plus un service. J'en veux comme par exemple le développement du coworking. J'en veux pour exemple le développement de plateformes comme Airbnb. Aujourd'hui, l'objectif est moins de posséder, en tout cas pour la plus jeune génération, que de profiter, que de bénéficier. Et dans cette approche de bénéficier, qui consiste du coup de manière dynamique à mettre des biens et des gens en relation, ce qui n'est pas pareil que de louer pour 4 ans un bien ou de l'acheter pour 10 ans. Là, on parle de dynamisme à la semaine, à la journée. Et donc là, le numérique devient essentiel pour faire connecter la demande et l'offre. Aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Quelques exemples. Eh bien, en 2019, il y a eu plus de 10 levées de fonds dans le milieu du real estate tech à 300 millions. On n'avait quasiment pas eu l'année précédente. Les géants du numérique rentrent dans l'équation. Google, qu'on ne présente plus, a fait de l'immobilier une de ses priorités, a investi dans une plateforme numérique pour gérer la relation entre le locataire et le propriétaire, souhaite accumuler les données dans la Google Home, donc dans la maison, avec les outils Google Home. A même construit un quartier à Toronto, ça s'appelle Sidewalk, et Google a racheté un quartier de Toronto pour en faire une ville intelligente et construit, ça devrait être la ville demain. Donc, l'argent est en train d'arriver, les GAFA sont en train de s'intéresser, même de construire sur l'immobilier. Les plus proches de chez nous, les professionnels français, sont en train également de développer leur incubateur ou d'acheter. J'en veux pour exemple BNP Real Estate qui investit dans The Lock, une entreprise qui facilite le processus de location, une start-up, ou Nexity qui investit dans Anticafé, qui est un espace de café coworking. Toute la chaîne de valeur est concernée, que ce soit le financement, la construction, la transaction, l'expérience et la maintenance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'apporte le numérique en fait sur l'immobilier? Clairement, il fait baisser les coûts, il donne un accès plus facile au capital en mutualisant et il permet une meilleure expérience. Par exemple, la maintenance qui peut être effectuée par des drones fait baisser les coûts. Un bâtiment intelligent avec des capteurs gère mieux son énergie. Donc, j'ai pris quelques exemples pour être plus concret, parce que le monde de l'immobilier numérique peut être abstrait, quelques exemples d'entreprises qui se développent. Et après, je partagerai avec vous ce qui peut se faire en principauté sur le sujet. Un exemple, la première, c'est une plateforme qui s'appelle Clovis. Clovis, c'est une plateforme pour la construction qui permet à chaque personne sur un chantier, sur les différents corps de métier, d'informer une base centrale en disant « j'ai fait telle action » ou « j'ai telle action à faire, je l'ai fait sur telle partie du chantier » et qui permet en fait, plutôt qu'avoir différents papiers qui sont coordonnés, d'avoir en temps réel les actions à faire, les actions réalisées et de coordonner un peu les actions. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très bien. Cette entreprise travaille avec Vinci, avec Bouygues, donc a déjà quelque part infiltré les leaders du secteur et devenir une norme. Je donne un autre exemple, c'est Vosomtech, qui est une entreprise lilloise, qui permet en fait de créer des plans 2D et 3D avec son smartphone. Donc vous arrivez dans une pièce, vous prenez avec votre smartphone tous les angles et quelque part, vous êtes architecte d'intérieur, vous pouvez très bien ensuite travailler, meubler, identifier, faire visiter. Ça fait baisser drastiquement le coût des plans et le coût de capture des plans 2D et 3D. Donc quelque part, la 2D et la 3D, pour l'aménagement et même peut-être plus tard l'avant, se démocratisent, les coûts chutent et donc deviennent abordables, y compris pour des structures petites. Le troisième, c'est, je pense que ça fera rire sur cet appel, mais c'est le béton connecté. Il y a une entreprise varoise qui s'appelle Smart 360 degrés, qui a réussi à émettre des puces
dans du béton qui permet d'assurer la traçabilité, qui permet de savoir quand ont été faits les travaux, quand les choses ont été refaites, qui permet en fait d'avoir une vraie, comme ce qu'on peut avoir pour la viande chez Carrefour, une vraie traçabilité des travaux, une vraie information sur l'usure. Cette même entreprise a également fait des choses dans le contexte du Covid pour avoir les zones à désinfecter, un système de QR code qui dit telle personne est passée pour désinfecter à telle heure. Ça évite les fiches papier, ça rassure. Enfin, je finirai par une dernière entreprise qui est pour l'achat à transaction immobilière. Aujourd'hui, il y a un vrai challenge pour le client, c'est être prêt rapidement. Aujourd'hui, les gens reçoivent même des emails d'agences immobilières par rapport à leurs besoins. Une entreprise comme Follow Me agrège en temps réel 500 agences par rapport à vos besoins. Donc, je veux un 2 pièces sur Nantes, 110 mètres carrés à 300 000 euros. Et vous envoie par Messenger et WhatsApp l'annonce en disant « Attention, il y a moins de 5 secondes, le bien qui t'intéresse est arrivé. Est-ce que tu veux cliquer pour te mettre en relation avec l'agence ou le vendeur ?» Donc, si vous voulez, le délai historique qui était passé de « je mets l'annonce dans le Nice Matin » ou sur ma devanture à « je vais sur des sites comme Se Loger », aujourd'hui, on est dans l'ordre de la seconde. C'est pas de forme. Et quelque part, on est dans une compétition entre agents. Donc, le monde de la technologie, et j'aurai encore plein d'autres exemples à vous donner si le sujet vous intéresse, est en train vraiment d'opérer des mutations fondamentales des mobiliers pour offrir un meilleur service, pour baisser les coûts et pour rendre accessible une meilleure occupation, un meilleur usage des biens immobiliers en lien avec ce que les gens veulent aujourd'hui. Monaco dans tout ça, et je finirai là-dessus. Monaco, qu'est-ce que Monaco veut faire là-dessus ? Monaco, nous avons signé l'année dernière un partenariat en présence du souverain avec le SCP Europe, une grande école, pour justement avoir un centre de recherche sur le sud du real estate, avec également Robin Rivaton qui collabore à ce projet. Michel Dotta l'a mis en introduction, nous sommes en train de finaliser, ce n'est pas encore fini, mais normalement que l'événement technologie VIP du MIPIM se passe en principauté pour qu'on puisse partager ce que nous faisons dans ces exceptionnel. Je pense à Maritera, je pense et aux yeux du monde de l'immobilier, et qu'en même temps, les leaders de l'immobilier puissent parler avec les leaders monégasques. Et enfin, nous réfléchissons, et nous avons eu des premières discussions avec Patrice Pastor, avec Michel Dotta, sur la manière dont, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement pourrait attirer des entreprises start-up real estate tech. Notre priorité aujourd'hui technologique, c'est d'attirer des entreprises dans le secteur immobilier et ou aider par des processus de formation les entreprises monégasques. Donc, nous travaillons là-dessus, sur ces sujets-là. Donc, merci beaucoup, Fred. Donc, selon vous, vous pensez que Monaco peut donc devenir un petit hub de real estate tech? Je pense fondamentalement parce qu'on a un écosystème qui est très puissant. Déjà, on a une valeur ajoutée qui nous permet d'incorporer facilement la technologie. Je veux dire, le secteur monégasque a une immense valeur ajoutée sur l'immobilier. On est reconnu, on est capable de faire des chantiers extrêmement complexes, donc on a un vrai savoir-faire reconnu mondialement. Je pense à l'extension mer, mais je pense historiquement aux différents chantiers de la gare. On a inauguré les 20 ans hier. On a une histoire de bâtisseurs d'exception en principauté. Je pense aussi qu'on a des clients du monde entier, donc on est très ouvert à travailler avec le monde entier. On a une vraie culture internationale et on sait accueillir les startups. Et surtout, je pense que le gouvernement a fait du numérique l'axe prioritaire de l'économie future et de la relance, et que dans cet ordre-là, l'immobilier est une priorité. Donc, on a les moyens, on a le fonds bleu, que ça doit être de 20 millions, qui devra aussi aider à la fois les entreprises numériques, notamment dans l'immobilier, à réussir la transformation et en même temps à attirer les entreprises. On a cet événement qui va nous aider sans doute avec l'UNIPIM, on a ce partenariat avec le SCP. Maintenant, ce qu'il faut pour réussir, c'est travailler avec les experts de l'immobilier, comprendre vraiment leurs besoins et leur donner satisfaction. Moi, je vais continuer à parler à Michel Dotta, aux professionnels du secteur, aux professionnels de la promotion, pour bâtir un plan d'ici la fin de l'année et que le gouvernement mette les moyens pour que ce soit une transition numérique utile aux acteurs de l'immobilier, pour qu'ils investissent dans les entreprises tech qui leur sont utiles, pour qu'ils bénéficient de cette technologie et pour attirer les entreprises pertinentes pour Monaco. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver la jonction entre tech et Monaco. On a les moyens, on a la réputation. Maintenant, ça va se jouer entre mon département et les experts de l'immobilier.
Merci beaucoup. Merci Merci. Frédéric pour cet aperçu très complet. Alors, après cet aperçu, précisément, après ces annonces, après le fond que vous avez annoncé, j'ai envie de faire un petit tour des intervenants et de leur dire quel rôle peuvent avoir les acteurs de l'immobilier monégasque dans ce qui est, il faut bien en convenir, une sorte de révolution. Alors, on va demander en premier, si vous le voulez bien, à Patrice Pastor. Patrice? Il y a le court terme et le moyen terme. À court terme, ce qu'il nous faut, c'est impérativement tranquilliser, sécuriser les clients potentiels, tout faire pour qu'ils considèrent la place monégasque comme une place sûre. Et ça ne dépend pas que du secteur de l'immobilier. Il faut un hôpital fort, il faut une politique sérieuse, il faut beaucoup de paramètres. Hein. Un marché ne tient pas qu'avec ses acteurs directs. Donc, je pense que ce qu'on doit faire, nous, acteurs de l'immobilier, c'est continuer un travail acharné pour, s'améliorer toujours, se mettre à niveau. Frédéric Genta a plein d'idées et il nous offre la possibilité de les partager, à nous de saisir les opportunités et puis continuer à faire un travail sérieux. Je pense que tout est là. Le marché monégasque a sa réputation. On voit aujourd'hui ce qui peut se passer sur les autres places. On n'a pas à rougir. On a la chance d'être dans un marché de niche. À nous de nous adapter et de faire évoluer nos structures dans le monde de demain. Merci beaucoup. Alors, Carole Milot, est-ce que vous partagez ce point de vue? Bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de ces nouvelles technologies. C'est évident qu'il faut avancer. Il faut que nous aussi, nous soyons réactifs. Et il ne faut pas se laisser endormir parce qu'on a de la chance, effectivement, d'avoir un marché immobilier qui est ce qu'il est et qui est réputé à l'international. Mais ce n'est pas seulement de dire de s'endormir sous ses lauriers et de se laisser porter par ce qui a été fait depuis des années. Donc, on doit aussi se mettre à la page, être réactif. Comme le soulignait Frédéric, ce qui est intéressant et qu'on n'a pas à Monaco, ce sont toutes ces données qui sont importantes. Mais sinon, voilà, je veux dire, c'est à nous d'être demandeurs et de s'intéresser, savoir ce qu'il y a ailleurs. Et bon, l'information nous vient, mais il faut que nous aussi, je pense, on soit à l'écoute et qu'on ait envie de développer ça. C'est important. C'est ce qui se passe dans tous les autres pays et Monaco ne doit pas faire exception. Et au fond, Guillaume, si je peux juste rajouter un élément par rapport à ce qu'a dit Patrice Pastor. oui, bien sûr. Sur le court terme, avant de vous laisser, je m'en excuse encore, mais évidemment, je suis d'accord que ça dépasse le secteur de l'immobilier et bien sûr le secteur du numérique. Et Patrice a parlé d'attractivité et il a raison, Monaco doit être vu comme un pays sérieux parce que quand on vend de l'immobilier, on vend la marque Monaco avec l'ensemble. Sur les sujets numériques, pour conclure, en termes d'attractivité, après la 5G, nous aurons déployé un plan fibre dans quelques mois qui fera que nous aurons une connectivité largement supérieure au reste du monde. En gros, on espère être dans l'année 2021 à 100% des gens équipés en 10 gigas. Aujourd'hui, l'offre la plus puissante d'Orange, c'est 3 gigas, plus la 5G. Donc, on va travailler sur notre attractivité globale par le numérique avec la connexion. On a beaucoup parlé du cloud qui permettra aux entreprises monégasques d'avoir des données sécurisées, souveraines et l'accès aux meilleurs outils numériques. Ça devrait aussi rassurer les fonds qui ont la principauté des entreprises en se disant je suis sécurisé et en même temps j'ai des accès à des outils numériques qui sont l'équivalent des grands pays. Et enfin, par rapport à la remarque que faisait Carole en introduction, la signature des entreprises sort en octobre, distribuée par Expansion économique, et la signature individuelle sort l'année prochaine. Donc, on est conscient qu'on travaille tous pour l'attractivité. Le numérique n'est pas un îlot, mais en tout cas, on a bien pris en compte le commentaire de Patrice Pastor, et je pense que pour la connectivité 5G fibre, l'apport du cloud qui sera décisif pour l'attractivité des entreprises et les signatures et cachets qui arrivent, on espère apporter notre pierre à l'édifice de ce qu'a appelé Patrice Pastor un Monaco sérieux et attractif. Merci beaucoup Frédéric. Je vais vous laisser. Merci d'avoir participé et très Merci bonne beaucoup. fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci. Alors peut-être nous avons l'avis de Michel Dota qui pourrait être intéressant sur ce point de vue. Alors nous sommes prêts à écouter Michel s'il peut brancher son micro.
pas facile avec. C'est bon là? Oui. Oui. C'est pas facile avec les. Après tous les avis qui ont été donnés. Moi, je dirais, Carole a dit, il faut être réactif. Moi, je pense qu'il faut être proactif. Il faut être proactif parce que l'évolution que nous voyons actuellement dans le monde nous oblige, c'est pas qu'il faut faire, nous oblige à avoir une activité numérique associée à l'immobilier qui soit, comme on l'a fait dans d'autres secteurs, comme on l'a fait pour l'immobilier aussi, ce qui se fait de mieux dans le monde. Voilà. On n'a pas de solution, on n'a pas d'autres possibilités. C'est indispensable pour qu'on ait toujours cet équilibre budgétaire dont nous sommes si fiers. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'avenir de Monaco. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Merci de ce point de vue. Alors, Justine, je crois que vous avez une question assez intéressante. Oui, donc on a une question par rapport, on a parlé de la stabilité, l'importance de la stabilité du marché monégasque pour les investisseurs. Peut-être pourriez-vous nous donner d'autres signaux forts, Carole, d'abord, puis Patrice, pour ce qui importe aux investisseurs. Je pense que bon, la stabilité du marché monégasque, c'est quand même une réalité que l'on constate depuis des décennies. Comme on l'a dit en préambule, le kilomètre carré sur 10 ans a pris 70%, donc c'est quand même une progression qui est constante. On l'a vu aussi lors de crises internationales, notre marché s'est quand même toujours bien tenu, à l'inverse de d'autres pays où pour les mêmes périodes, il y avait des baisses importantes. Donc même si à une période donnée, le mètre carré ou le prix de l'immobilier ne montait plus, il ne baissait pas pour autant. Donc c'était quand même un signe fort. Cette particularité, c'est quand même une particularité de ce marché parce que c'est pas quand même dans tous les pays que l'on voit ça. Cette particularité est due bien évidemment à la stabilité de nos institutions. On revient un petit peu à ce que disait Patrice tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on a un pays qui a une stabilité politique, qui a une stabilité des institutions, qui a une bonne sécurité des biens et des personnes, une fiscalité qui est quand même favorable, tous ces éléments ensemble font qu'on a un marché qui est stable et c'est des indicateurs qui sont rassurants pour la clientèle de l'étranger qui, dans un contexte international, qui est en ce moment peut-être un petit peu instable, a besoin d'avoir ces signaux forts que nous savons envoyer. Et, voilà. Et surtout aussi une période où les marchés financiers sont un peu plus fluctuants, les taux d'intérêt sont quand même assez bas. L'immobilier redevient une valeur refuge. La pierre a quand même toujours une valeur. Et sur Monaco, ce sont des placements qui, sur le long terme, ont quand même un bon retour sur investissement. Et on a des revenus locatifs qui sont intéressants aussi, et avec une sécurité pour le bailleur. Voilà, je pense, c'est à contrario des placements boursiers qui ont peut-être des plus-values plus rapides, mais avec des pertes qui peuvent être aussi plus conséquentes. Voilà. Merci, Carole. Patrice, vous êtes du même avis? Complètement. Le marché immobilier, Michel l'a précisé, Carole aussi, c'est pas le fait de construire bien et d'avoir une bonne technique de vente, hein, c'est un ensemble de paramètres. Et le paramètre, et notamment le risque politique, en est un majeur. On le voit bien avec un marché que je connais un petit peu, qui est le marché anglais, et plus précisément dans le haut de gamme à Londres. La situation actuelle est catastrophique et le marché dégringole. Hein. On est aujourd'hui à moins de 15% dans Mayfair ou dans les quartiers résidentiels de haut de gamme. Et on n'a pas encore passé l'étape du Brexit, l'étape que personne ne connaît. Donc, c'est un marché fort, c'est un marché qui a fait ses preuves, comme l'a dit Carole, et qui, par opposition avec certains marchés auxquels on nous compare, que peuvent être les places comme New York ou Londres, est pour moi beaucoup plus robuste. Et la démonstration, c'est le fait d'attraper et de faire venir à Monaco
des clients qui ont fait leur propre expérience dans ces capitales et puis qui reviennent nous voir en nous disant effectivement, votre place, elle est très forte et on veut investir. Donc, tout le challenge, ça va être justement de continuer à alimenter ces clients-là, continuer à faire comprendre combien la place monégasque est robuste. Et c'est comme ça qu'on arrivera à passer les prochaines années correctement. Merci beaucoup, Patrice. Merci Patrice, parce que vous me permettez de faire la transition sur la dernière question de celles qui ont été posées avant ce webinaire. Dans 2 ans, comment voyez-vous le marché de l'immobilier à Monaco et quelles sont les prévisions sur les autres places internationales comparables? 2 ans, 3 ans. Je dirais, c'est évidemment impossible aujourd'hui d'être précis, mais est-ce que vous pourriez nous parler des tendances que vous envisagez, que vous imaginez? Alors, il nous manque quand même l'invité, Madame Irma. Mais là, c'est une question un peu compliquée. Bon, très honnêtement, avoir une vision sur 2 à 3 ans dans la période actuelle, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que il y a tellement de paramètres qui nous échappent. Non, j'aurais du mal à vous dire comment situeront les choses. Par contre, ce qu'on peut appréhender, c'est que si nos dirigeants, si notre gouvernement conserve une volonté farouche d'un équilibre budgétaire, si on continue à s'exprimer sur la scène internationale et si nous, professionnels à Monaco, on fait bien notre job, je pense qu'il n'y a aucune raison que les choses changent. On accueille bien les personnes, on a une sécurité qui fonctionne bien, un système politique qui est formidable. Moi, je pense que tous les signaux sont au vert. Maintenant, le paramètre qu'on ne connaît pas, c'est la scène internationale. Et ça, évidemment, on ne vit pas dans une bulle, on n'est pas insensible aux secousses qui peuvent se produire en Europe ou ailleurs. Et ce qu'il faut, c'est se préparer au mieux. C'est-à-dire mettre de notre côté tous les paramètres pour se dire on a gardé la place comme on devait la garder et on a fait le maximum de notre job. Merci beaucoup. Donc, on se cramponne, entre guillemets, à nos valeurs. On se cramponne à ce qui a fait le succès de Monaco. Et vous pensez que ce succès va se pérenniser parce qu'on se cramponne à ces valeurs et qu'on est toujours fidèle à nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la stabilité et c'est le secret de la stabilité. En somme, nous verrons bien ce qui se passera demain, mais les seules armes dont nous disposons pour affronter demain, c'est précisément la stabilité de nos institutions et nos valeurs. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrice. Alors, nous arrivons à la fin des questions qui ont été posées par nos membres pendant la période de préparation de ce webinaire. En revanche, pendant le webinaire lui-même, nous avons reçu quelques questions tout à fait intéressantes. Alors, on va commencer par la première, qui est peut-être un peu plus polémique que le reste, mais toujours intéressante. Considérez-vous que le gouvernement princier a été à l'écoute des professionnels et quelles actions concrètes ont été prises durant le confinement et depuis? Alors, pour répondre à cette question, peut-être on peut commencer par Michel Dotta. Oui, moi je pense que ce qui est important, je pense que Patrice devrait répondre sur le côté bâtiment, parce que dans le cas présent, il l'a dit au début de la réunion, il y a eu le bâtiment a été touché d'une certaine façon, l'immobilier de l'autre. En ce qui concerne, et Carole en a parlé au début aussi, en ce qui concerne la partie sensible, qui était donc la partie syndic, administration des immeubles, la réactivité du gouvernement a été excellente. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'il y a eu aussi l'aide de la Croix-Rouge. Donc, l'aide de la Croix-Rouge pour aider les agences immobilières, les petits syndics ou les autres syndics à organiser la distribution des masques au tout début, quand nous en manquions de façon importante. Nous avions des risques de pénurie, de surveillance en matière de sécurité, sécurité incendie, notamment dans les immeubles de grande hauteur. Nous avons été fortement aidés par le gouvernement, mais aussi par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, et je voulais le souligner. Merci beaucoup, Michel. Patrice, quelque chose à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit?
Que rajouter? Alors, sur l'écoute, oui, indiscutablement. Je pense que toutes les professions et les syndicats, que ce soit le syndicat des promoteurs, la chambre patronale du bâtiment, tous les syndicats patronaux ont été reçus, écoutés, et ça très sérieusement. On a beaucoup travaillé et beaucoup échangé avec le gouvernement princier, par exemple sur les conditions de reprise et sur le guide pratique qui devait permettre de définir quelles règles devaient être adoptées pour réouvrir les chantiers. Donc, il y a eu un travail important fait par mes collègues du bâtiment. Au niveau du syndicat des promoteurs, pareil, une écoute intéressante. On a émis un certain nombre d'idées, de propositions, par exemple de communication sur le plan international, sur le marché, sur la place, j'y reviens encore. Et c'est des sujets qui sont aujourd'hui en étude aux finances. On a aussi sollicité un certain nombre de facilités en termes de créneaux horaires d'intervention, d'horaires de travail. Il y a eu une ouverture. Elle n'a malheureusement pas, enfin du moins, on n'est pas arrivé à ce qui nous paraît l'élément le plus important, à savoir la flexibilité du temps de travail, qui dans des périodes de crise comme on vient de vivre, dans l'avenir, pour pouvoir avoir une relance sérieuse, serait selon nous un impératif et un poumon extraordinaire pour la principauté et les salariés. Donc c'est des discussions qui sont quand même entamées et moi je le vois positivement. On n'a pas eu d'arrêt de discussion. Donc il y a un dialogue, on sent une envie au niveau du gouvernement de faire avancer les choses. Donc on espère que ça continue dans ce sens-là. Merci Patrice. Une autre question de nos adhérents concernant un sujet d'actualité. Donc, que pensez-vous du télétravail dans le secteur de l'immobilier? Puis peut-être cette question également par la suite à Carole. Alors dans l'immobilier, on en a parlé un petit peu plus tôt. Hein, la contrainte, c'est pas trop le salarié, c'est le client. Et si ça ne matche pas entre le client et le salarié, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Donc, certains métiers de l'immobilier peuvent tout à fait fonctionner en télétravail. C'est toute la partie du back-office, mais qui est réservée alors à une catégorie, plutôt à des sociétés très importantes. La société d'immobilier, mais Michel Dotta pourra confirmer, moi je ne le pense pas. Ce n'est pas le cas du bâtiment. Dans le bâtiment, il y a un certain nombre de métiers rattachés qui peuvent tout à fait bien fonctionner. Mais le télétravail, en tout cas, c'est un avis très personnel. Il ne faut pas le voir comme une solution à tous les remèdes. Hein. Il faut qu'on conserve encore des commerçants à Monaco et des gens qui consomment. Hein. Je pense que ça, il ne faut pas le perdre de vue. Hein. Donc, il faut pas. Je pense que le télétravail, ça peut être une partie de la solution, mais sûrement pas la solution. Voilà. Merci. Carole, moi, je pense votre que avis sur le sujet? Oui, moi j'ai un avis qui est, je ne suis pas favorable à 100% au télétravail parce que je pense que sur les petites structures que nous avons, 3, 4, 5 personnes, c'est très difficile d'avoir des gens qui ne soient pas en présentiel. On a besoin, enfin, je veux dire, sur des petites agences, les employés font un peu toutes les tâches, sont un petit peu polyvalents aussi. Donc, on n'a pas une personne dédiée vraiment qu'à l'administratif. Chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice et c'est très difficile d'avoir notre travail déjà pour la partie commerciale. C'est compliqué et ensuite on va dire au quotidien ça me semble quand même difficilement applicable sur des petites structures. Après oui, peut-être sur une partie syndic, s'il y a vraiment un travail de comptabilité, des choses comme ça qui peuvent éventuellement être mis en télétravail, mais sur des petites structures d'agence ça me semble très difficile. Donc sur des segments et à petite dose peut-être. Monsieur Dotta, oui. Vous avez également un avis? Non, enfin, j'ai l'avis de mes collègues, donc ce n'est pas nécessaire. Très bien. Parfait. Merci. Dernière beaucoup. Question. Merci Carole. Alors, on prend la dernière question qui a été posée par un habitué que nous apprécions beaucoup ici au MEB.
Alors, la question est celle-ci. Voyez-vous déjà une évolution des prix pour la vente et pour les locations? Doit-on s'attendre à une baisse minime ou plus importante en fonction de l'évolution sanitaire? Donc, cette question concerne bien sûr l'évolution sanitaire. Selon ce qui va se passer, est-ce que vous pensez que les prix de l'immobilier peuvent être extrêmement impactés? Alors, peut-être on commence par Patrice Pastor, si vous voulez bien. Bon, la question, je comprends. Je pense que sur le secteur de la vente et du neuf, on ne sera pas impacté parce que alors principalement sur des opérations un peu importantes, les clients achètent sur du long terme avec des opérations livrées dans plusieurs années. Donc, il n'y a pas de risque sur ce sujet-là, à mon sens. Ce n'est pas le cas sur le locatif. Moi, je suis un petit peu inquiet sur le marché locatif. Effectivement, je crains un certain ralentissement. Alors, parler de baisse de prix, ça serait bien une première, hein, puisque pour qu'il y ait baisse de prix, il y a forcément une nécessité, j'allais dire, enfin plutôt hein, une période de stress qui conduit les propriétaires à revoir leur politique. Je ne le pense pas vraiment. En tout cas, un ralentissement, c'est ma crainte et c'est ce que je pense pour les prochains mois. Oui. Mais qui n'est pas forcément lié à une problématique de marché, encore une fois. Hein. C'est plutôt une problématique, j'allais dire, pratique. C'est les clients qui sont à l'extérieur ou dans des pays voisins et qui se disent, bon, ben, dans la situation actuelle, c'est peut-être pas le moment de bouger et j'allais dire, de chahuter notre vie. C'est tout simplement des personnes résidentes en principauté qui se disent je vais quand même rester encore quelques années là où je suis, je bougerai plus tard, j'ai besoin d'avoir du recul. Voilà comment je perçois la chose. Merci, ce sont des déclarations très directes et très, très intéressantes. C'est très bien. Carole, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Non, ben, je pense que la tendance, on en a parlé tout à l'heure aussi quand on a évoqué comment ont réagi les gens à la fin du confinement. Voilà, je pense que c'est une période qui a été tellement surprenante et tellement… enfin, c'est un choc plus qu'une crise. Donc, voilà, on a des gens qui réagissent très différemment. Dans l'ensemble, les gens, donc, comme on disait, pour les transactions, ont bien réagi. Maintenant, pour les locations, voilà, du fait de difficultés de pouvoir aussi se déplacer selon les pays, ça a un petit peu arrêté les demandes. Mais enfin, c'est toujours difficile, c'est quand même assez difficile de pouvoir donner une estimation et une idée sur une valeur de baisse ou pas. Je pense que, comme on le disait précédemment, on a quand même toujours eu la chance d'avoir un marché qui se soit bien tenu face à certaines crises quand même beaucoup plus longues que celle-ci, que l'on espère courte, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de vision. Voilà, je pense que la difficulté, c'est pour nous de faire notre travail et de rassurer les gens. Et c'est ce qu'il faut en ce moment, quoi. C'est de donner confiance aux personnes. Pour la vente, après, comme disait Patrice, pour la location, bien évidemment, il y a des facteurs qui sont un peu plus délicats et les gens vont peut-être bouger un peu moins facilement. Mais voilà, on ne peut pas préjuger aussi. Enfin, c'est très difficile de donner une idée et de préjuger comme ça sur un futur. Merci beaucoup, Carole, pour votre honnêteté. Michel, est-ce que vous voulez donner le mot de la fin? Nous arrivons à la clôture de ce webinaire. Soyons bref, Monaco est solide comme un roc. C'est un mot de la fin qui me satisfait tout à fait. Donc, je tiens à remercier nos intervenants, Patrice Pastor, Carole Milot et Frédéric Zenta. Merci beaucoup d'être venus. J'espère que ce webinaire vous aura éclairé. Et puis, n'oubliez pas que le 30 septembre à 17 h, nous aurons un webinaire sur l'état du tourisme, qui est aussi quelque chose de particulièrement intéressant et qui a bien sûr souffert de la crise. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas pu être là en direct, nous passons en replay sur notre site internet. Et puis, bien sûr, une e-newsletter vous sera envoyée comportant ce webinaire pour que tout le monde puisse le rattraper. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à en parler à vos contacts et à leur faire passer ce webinaire. Merci beaucoup à nos intervenants brillants et très bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci.